Pendant 15 ans, ce fonctionnaire a bâti sa carrière sur les pots de vin. Il a fermé les yeux sur les fissures dans les murs, sur les plafonds pourris, sur les rats dans les caves. C'est sa cupidité qui a enterré la femme et la fille d'un homme surnommé Frank le Carrier sous les ruines de leur propre appartement. Mais Frank n'est pas allé voir la police. Il était déterminé à ce que le coupable reçoive le châtiment ultime. En général, le pire pour les fonctionnaires, c'est la prison. Mais dans ce cas, le pire est de sentir le béton industriel comprimer lentement vos poumons alors que la personne dont vous avez ruiné la vie est assise en face de vous. Frank lui a lu la notice nécrologique de sa femme et de sa fille. Le mortier durcissait, transformant une personne vivante en pierre, et le tailleur de pierre n'était pas pressé de partir. C'est l'histoire d'un homme qui a commencé comme justicier et qui a fini par devenir l'un des tueurs les plus méthodiques de l'histoire de la ville de New York. L'histoire d'un homme qui a commencé comme justicier et qui est devenu l'un des tueurs les plus méthodiques de l'histoire de New York. Et sur la façon dont les fondations d'une ville cachent parfois plus que des barres d'armature et des décombres. Le 12 janvier 1999, Howard Lentz se réveille à 6h15 du matin, comme d'habitude. Le thermomètre à l'extérieur de la fenêtre de son appartement à Yonkers indiquait -8. L'hiver était arrivé tôt cette année-là et ne voulait pas s'arrêter. Lentz travaillait comme surintendant pour le département des bâtiments de la ville de New York. Son salaire officiel était de $42 000 par an. Ses revenus officieux sont 3 fois plus élevés. Pendant 15 ans, il a fait son poste un petit business, infraction classée, inspection accélérée, plainte perdue. Le système fonctionnait parfaitement. Ceux qui payaient obtenaient les signatures dont ils avaient besoin. Ceux qui ne payaient pas attendaient des mois. Ce matin-là, Lentz boit un café, embrasse sa femme et monte dans sa Buick. L'itinéraire est familier. Il descend Broadway jusqu'à Manhattan, puis traverse le pont jusqu'au Bronx. 3 cibles à vérifier. 2 enveloppes dans sa poche. Une avance pour des conclusions correctes. À 4 heures de l'après-midi, il a terminé sa dernière inspection, un immeuble d'appartements sur Prospect Avenue, dans le sud du Bronx. Un immeuble de 6 étages dont la façade présente des fissures qu'il qualifie de mineures. Il appartient à une société liée à la famille Genovese. Une enveloppe contenant $500 a changé de main. Lentz prend note dans son carnet et se dirige vers la voiture. Le parking se trouve au coin de la rue, dans un cul-de-sac entre 2 entrepôts. L'endroit est isolé, mais Lentz n'est pas inquiet. Il est venu ici des dizaines de fois. Il n'a pas remarqué la camionnette blanche garée à la sortie. Il n'a pas remarqué le grand homme en blouse de travail qui fumait contre le mur. Il n'a pas eu le temps de réaliser ce qui s'était passé lorsqu'un chiffon de chloroforme lui a recouvert le visage. La dernière chose qu'il a vue avant de s'évanouir est le numéro de la plaque d'immatriculation de sa propre Buick. La voiture sera retrouvée dans 3 jours. Lentz lui-même dans 2 mois. D'ici là, cela fera 7 semaines qu'il fait partie du sol en béton du sous-sol d'un magasin abandonné de Hunts Point. Vivant, conscient, incapable de bouger. Howard Lentz sera le premier d'une série de 11. Frank Torrance est né en 1952 à Staten Island, fils d'un maçon et d'une infirmière. Son père, William Torrance, est un maçon de la 3e génération, un homme taciturne, raide, aux mains couvertes de poussière de ciment incrustée. Il a appris 2 choses à la Sunday Afodai
travailler le béton et ne pas faire confiance au système. L'enfance de Frank ne peut être qualifiée de traumatique au sens classique du terme. Il n'y avait pas de coups, pas d'alcool, pas de violence évidente. Mais il y avait une atmosphère particulière, froide, fonctionnelle, dépourvue de chaleur. Le père considérait les émotions comme une faiblesse. Sa mère travaillait de nuit et était rarement à la maison. Frank a grandi dans le silence et a appris à trouver du réconfort dans ce silence. À l'école, il se tient à l'écart. Il n'était ni un paria, ni une victime de brimade, mais il passait inaperçu. Plus tard, les enseignants se souviendront de lui comme d'un garçon tranquille qui s'asseyait toujours près de la fenêtre et dessinait quelque chose dans son carnet. Des plans, des schémas de construction, des plans de structure. En 1970, Frank s'est engagé dans l'armée, au Vietnam, corps du génie. Il a construit des ponts, des fortifications, des bunkers. Il a vu des gens mourir, mais il n'a jamais tué personne. La guerre lui a appris la discipline et lui a fait comprendre que le monde repose sur ceux qui construisent, pas sur ceux qui détruisent. Après la démobilisation en 1973, il retourne à New York. Il trouve un emploi dans le bâtiment. Il se marie en 1978 avec Alice Davidson, une femme discrète qui travaille à la bibliothèque du Bronx. 2 ans plus tard, une fille, Mary, est née. Frank était décrit par ses collègues comme un travailleur fiable, pas bavard, pas ambitieux, mais extrêmement compétent. Il connaissait le béton mieux que quiconque sur le chantier. Il savait comment il se comportait à différentes températures, comment il réagissait à l'humidité, combien de temps il lui fallait pour durcir complètement. Le contremaître avait dit un jour que Frank pouvait sentir le mortier comme d'autres sentent la pluie, avec sa peau. À 89 ans, il en avait 37. Il travaillait comme contremaître à la construction d'un complexe d'appartements dans le sud du Bronx. Il vivait avec sa famille dans un appartement loué sur Caldwell Avenue. Un homme ordinaire. Une vie ordinaire. Aucun signe de ce qui allait se passer, mais le système dans lequel il existait préparait déjà le point de non-retour pour lui. Le 4 novembre 1989, à 7h40 du matin, un immeuble de 6 étages situé sur Fale Street, dans le sud du Bronx, s'est effondré comme un château de cartes. Le bâtiment avait été construit en 1923. À la fin des années 80, il avait besoin de réparations importantes, mais le propriétaire, une société fictive liée à l'un des syndicats de la construction, n'avait pas investi un centime. Les plaintes des locataires concernant les fissures, les fuites et les planchers affaissés sont restées sans réponse pendant des années. Les inspecteurs venaient, enregistraient des violations mineures et repartaient avec des enveloppes dans leurs poches. Alice et Mary Torrance habitent au 4e étage. Ce matin-là, Frank est déjà au travail, son service commençant à 6h. Il a appris l'accident par le contremaître qui a entendu la nouvelle à la radio. 17 personnes sont mortes caca. Blessés, les corps d'Alice et de Mary, âgés de 6 ans, n'ont été retrouvés sous les décombres du plafond que 2 jours plus tard. L'enquête a duré 4 mois. La conclusion a été qu'il s'agissait d'un accident causé par l'usure naturelle de la structure. Le propriétaire du bâtiment a payé une indemnité symbolique et a évité les poursuites judiciaires. L'inspecteur, qui avait fermé les yeux sur les violations pendant des années, le même Howard Lance, a continué à travailler comme si de rien n'était. Frank a assisté à l'audience. Il s'est assis au dernier rang et est resté silencieux. Les voisins qui avaient perdu des êtres chers criaient, demandaient justice, pleuraient. Frank s'est contenté de regarder. Il a regardé Lance témoigner d'un air ennuyé. Il regardait les avocats qui transformaient la tragédie en paperasse. Il regardait le juge qui voulait manifestement clore l'affaire rapidement. Ce jour-là, quelque chose a changé en Frank. Pas brisé, mais changé. Pendant des années,
Il avait cru que le monde était bâti sur ceux qui construisaient. Aujourd'hui, il se rend compte que le monde est maintenu par ceux qui évitent les responsabilités. Et si le système refuse de punir les coupables, quelqu'un d'autre doit le faire à leur place. Il n'avait pas l'intention de devenir un tueur. Il voulait rétablir l'équilibre. Dans 2 mois, Howard Lance disparaîtra d'un parking du sud du Bronx. Et ce sera le début. Frank Torrance n'était pas un homme impulsif, c'était un bâtisseur. Et les bâtisseurs planifient. Après la clôture de l'affaire de l'éboulement, il a pris un congé de 2 semaines. Il a dit au contremaître qu'il avait besoin d'un congé. Personne n'a été surpris. L'homme avait perdu sa famille, ses collègues lui ont présenté leurs condoléances et l'ont laissé tranquille. Frank a passé ces 2 semaines à voyager. Il étudie, il a observé, il a dressé une liste. Dans un petit carnet, qu'il retrouvera plus tard, lors d'une perquisition, figurent des noms, des adresses, des itinéraires, des habitudes. 3 hommes qu'il considère comme directement responsables de la mort de sa famille: Howard Lance, l'inspecteur qui a fermé les yeux sur les infractions, Samuel Kovacs, qui possédait l'immeuble par l'intermédiaire d'une société écran, et Vincent Morelli, un syndicaliste du bâtiment qui supervisait l'immeuble et recevait des pots de vin mensuels en échange de son silence. La première victime était Lance. Frank ne l'a pas choisi au hasard. L'inspecteur était le maillon le plus vulnérable. Un itinéraire prévisible, aucune sécurité, l'habitude de se garer dans des endroits reculés, à l'abri des regards. Ironiquement, c'est la prudence de Lance, sa réticence à briller près des sites où il a touché des pots de vin, qui a fait de lui une cible facile. L'enlèvement a duré moins d'1 minute. Frank a utilisé du chloroforme acheté auprès d'une connaissance vétérinaire sous prétexte d'endormir un vieux chien. Il a loué une camionnette blanche pour de l'argent liquide dans le New Jersey avec un faux permis. C'est simple, c'est élaboré. Frank avait trouvé un endroit pour retenir les victimes à l'automne. Une installation industrielle abandonnée à Hunts Point, une ancienne teinturerie qui avait fermé en 1978 après plusieurs procès pour pollution. Le bâtiment appartenait à la ville, mais personne ne s'y intéressait. L'emplacement est parfait. Sous-sol insonorisé, plancher en béton, plusieurs points d'entrée, pas de voisins. Frank a passé 3 semaines à préparer le sous-sol. Il a installé un système d'éclairage par générateur. Il a apporté des sacs de ciment, de sable, de barres d'armature. Il a construit des coffrages en bois, des moules pour le coulage. Il s'est préparé comme pour un projet de construction, car pour lui, il s'agissait d'un projet. La méthode qu'il a mise au point était sophistiquée et nécessitait des connaissances professionnelles. La victime est placée verticalement dans un coffrage, une boîte en bois d'environ 70 cm sur 70. Un mélange de béton spécial contenant des retardateurs de prise est ensuite coulé. Le mortier monte lentement, centimètre par centimètre, laissant du temps à Frank. La coulée s'est arrêtée au niveau du menton. Le béton qu'il a utilisé contenait des additifs pour assurer une compression progressive pendant le durcissement. Rien d'exotique, des ingrédients standards disponibles sur n'importe quel chantier de construction. Mais Frank connaissait les proportions. Il savait comment obtenir le bon effet. La poitrine était soumise à une pression constante qui augmentait lentement. Chaque inspiration demandait un effort. Chaque expiration était un peu plus difficile que la précédente. Il ne voulait pas d'une mort rapide. Il voulait qu'il ressente quelque chose. Frank utilisait des tubes d'alimentation et des cathéters médicaux pour se maintenir en vie. L'enquête n'a jamais permis de savoir où il avait appris à les insérer. Peut-être des livres, peut-être l'expérience des soins prodigués à son père, mourant en 84. Quoi qu'il en soit, cela fonctionnait. Les victimes sont restées en vie pendant des semaines. Lance a été suivi par Kovacs après 3 semaines, puis Morelli 1 mois plus tard. En mars 1999, les 3 hommes que Frank croyait responsables de la mort de la famille
se trouvait dans le sous-sol du magasin. 3 têtes dépassant du sol en béton. 3 paires d'yeux qui surveillaient chacun de ses mouvements. Et il y a eu un tournant. Frank venait les voir tous les jours. D'abord pour vérifier leur état, pour changer les solutions nutritives. Ensuite, il leur parlait. Il leur lisait les journaux. Il leur racontait ce qui se passait en ville. Les nouveaux effondrements, les nouvelles victimes du système, la façon dont les choses continuent à pourrir. Il apportait un thermos de café et s'asseyait sur une vieille chaise qu'il avait traînée dans la rue. Il aimait le silence. Il aimait qu'ils écoutent. Il aimait le sentiment de contrôle. En avril, il a recommencé à venir chasser. Mais les critères de sélection ont changé. La 4e victime est un trafiquant de drogue de Prospect Avenue, un homme que Frank voit tous les jours sur le chemin du travail. La 5e est un sans-abri qui, selon Frank, empoisonne le quartier. La 6e est un prêteur sur gage soupçonné d'acheter des objets volés. Le cadre de référence a changé. Frank ne cherchait plus des coupables précis. Il cherche ceux qui, selon sa logique, détruisent la société. La frontière entre la vengeance et quelque chose d'autre, qu'il appelle nettoyage, est complètement brouillée. À l'automne des années 90, il y avait 8 personnes dans la cave. Certaines des premières personnes étaient déjà mortes, déjà non. Leur corps n'en pouvait plus. Frank a coulé une nouvelle couche de béton par-dessus, transformant les morts en fondation pour les suivants. À cette époque, la police ne soupçonne rien. Les disparitions de Lenz, Kovacs et Morelli font l'objet d'enquêtes distinctes et aucune n'a dépassé le stade des premiers entretiens. Un trafiquant de drogue et un sans-abri ne figuraient pas du tout dans les statistiques sur les personnes disparues. Qui se soucie des personnes que personne ne recherche? C'est à la fois la force et la faiblesse de Frank. Il choisissait des victimes dont la disparition ne ferait pas de bruit. Mais c'est pour cela qu'il n'a pas de moyen de dissuasion. Le système qui lui permettait d'agir en toute impunité l'éloignait de plus en plus. En janvier 1991, Frank a commis sa première erreur. La 11e victime était Danny Salazar, un jeune homme de 17 ans que Frank avait repéré en train de faire des graffitis sur le mur d'un entrepôt abandonné. Le gamin n'était pas un criminel. C'était un artiste issu d'une famille pauvre qui cherchait simplement un moyen de s'exprimer. Mais pour Frank, il était un vandale qui détruisait le visage de la ville. C'est la disparition de Salazar qui a déclenché la chaîne qui allait finalement conduire à l'exposition. Parce que Danny avait une mère et elle n'allait pas se taire. Maria Salazar a travaillé comme femme de ménage dans 3 endroits à la fois. Elle est arrivée de Porto Rico en 72 avec $20 en poche et le rêve d'offrir une vie meilleure à ses futurs enfants. Danny était son fils unique, son tout. Lorsqu'il n'est pas rentré à la maison le soir du 19 janvier 1991, Maria a appelé tous ses amis. À minuit, elle était au poste de police. L'officier de service a pris sa déposition sans grand enthousiasme. Un jeune de 17 ans du sud du Bronx, probablement en train de prendre une cuite ou d'avoir des ennuis. Les choses habituelles. Mais Maria n'a pas reculé. Elle est venue à la gare tous les jours. Elle a distribué des tracts dans tout le quartier. Elle a contacté les journaux locaux. La plupart des journaux l'ont ignorée. La disparition d'une adolescente latino d'un quartier pauvre n'avait rien de sensationnel. Mais un journaliste d'un petit journal de quartier, le Bronx Press, s'y intéresse. Il s'appelle Edward Quinn et cela fait des mois qu'il recueille des informations sur les personnes disparues dans le sud du Bronx. Quinn a remarqué une étrange tendance. Au cours de l'année écoulée, au moins 9 personnes ont disparu à Hunts Point et dans les quartiers environnants. Différents âges, différentes classes sociales,
différentes circonstances. La police a poursuivi chaque affaire séparément, mais aucune n'a été résolue. Ce seul fait n'est pas surprenant. Des personnes disparaissent tout le temps dans le sud du Bronx. Mais Quinn a remarqué autre chose. Toutes les disparitions ont eu lieu dans un rayon de 3 km autour de la zone industrielle de Hunts Point. Toutes les disparitions ont eu lieu en semaine entre 16 et 19 heures. Le journaliste a fait part de ses observations à l'inspecteur Alonso Ramirez du 41e commissariat. Ramirez était l'un de ces rares policiers qui n'avait pas encore fait le tour de la question. Il a regardé la carte avec les marqueurs de disparition et a vu la même chose que Quinn. Un modèle. Quelqu'un chassait et ce quelqu'un connaissait la région. L'enquête a été officiellement fusionnée au début du mois de février. Ramirez a demandé tous les dossiers des personnes disparues au cours des 10 à 18 derniers mois et a commencé à chercher des liens. La première piste a été Howard Lentz. Contrairement aux autres victimes, il avait une voiture et cette voiture a été retrouvée. La Buick se trouvait dans une fourrière municipale depuis décembre 1990. Elle avait été remorquée d'une rue située à 800 mètres du lieu de l'enlèvement, mais personne n'avait fait le lien entre la voiture et la disparition de son propriétaire. Ramirez a consulté les images de vidéosurveillance du magasin le plus proche du parking. La qualité était exécrable, noir et blanc granuleux. Mais l'une des images montrait une camionnette blanche quittant l'allée à peu près à l'heure où Lentz était censé avoir quitté le site. Van. Ramirez a commencé à vérifier les contrats de location de véhicules commerciaux dans le New Jersey et ses environs pour la période allant du 89 décembre 91 janvier. Le travail a duré 3 semaines. Des centaines de dossiers, des dizaines d'entreprises. Et enfin, une correspondance. Ford Econoline blanche, louée au comptant le 12 janvier 1990. Le nom sur les papiers est William Davis. Un faux permis, comme il s'est avéré plus tard. Mais l'adresse figurant sur le bail est bien réelle. Un appartement loué dans le sud du Bronx. Un appartement quitté 2 mois plus tôt par un certain Frank Torrance. Ramirez a découvert que Torrance avait perdu sa famille dans l'effondrement d'une maison sur Fale Street en novembre 1999, qu'il travaillait comme contremaître dans le secteur de la construction, que parmi les disparus se trouvait Howard Lentz, l'inspecteur chargé d'inspecter le bâtiment effondré. Le lien était évident, mais il n'y avait pas assez de preuves pour procéder à une arrestation. La percée était due à une facture d'électricité. La boutique abandonnée de Hunts Point n'était plus alimentée en électricité depuis 79 ans. Mais en janvier 1991, quelqu'un y avait branché un générateur qui consommait du carburant, beaucoup de carburant. Ramirez a vérifié les stations-service les plus proches et trouvé un témoin. Le propriétaire d'une station-service sur Randall Avenue s'est souvenu d'un homme corpulent qui achetait 4 jerrycans de diesel par semaine. Il payait en liquide, il se taisait toujours. Le 27 février 1991, le commando pénètre dans le bâtiment de l'ancienne teinturerie. Frank Torrance est assis au sous-sol, dans un vieux fauteuil, un thermos à la main. Il n'a pas résisté, il n'a pas essayé de s'enfuir. Il a simplement regardé les policiers et leur a dit qu'il les attendait. Ce qu'ils ont vu dans le sous-sol a incité 3 officiers à se manifester. L'un d'entre eux, un vétéran de 20 ans qui avait connu les pires années de l'épidémie de crack, a ensuite démissionné de la police et n'a plus jamais travaillé dans les forces de l'ordre. Des têtes sortaient du sol en béton. 11 têtes. 8 d'entre elles étaient encore en vie. Elles clignaient des yeux. Certaines essayaient de dire quelque chose, mais leurs ligaments s'étaient atrophiés à cause du long silence. Danny Salazar faisait partie des vivants. Il avait passé 39 jours dans le béton. L'opération de sauvetage a duré 14 heures. Le béton a été découpé à l'aide de scie à diamant, millimètre par millimètre,
pour éviter d'endommager les corps. 5 survivants ont été hospitalisés dans un état critique. 3 d'entre eux sont décédés au cours de la semaine suivante des suites d'une défaillance de plusieurs organes. 2, dont Danny Salazar, ont survécu mais sont restés handicapés à vie. Frank Torrance a assisté à l'opération de sauvetage depuis une voiture de police. Selon l'officier qu'il gardait, il n'a manifesté aucune émotion. Une fois seulement, lorsque le corps d'Howard Lance, le premier, mort en mars 1990, a été sorti du sous-sol, Frank a hoché faiblement la tête, comme pour confirmer que le travail était terminé. Le procès de Frank Torrance a débuté en septembre 1991 et a duré jusqu'en janvier 1992. L'affaire a été entendue par la Cour suprême de l'État de New York mais n'a pas attiré l'attention des médias. Au cours de ces mois, la ville était occupée par d'autres nouvelles. La récession économique, la guerre contre la drogue, les scandales politiques à l'hôtel de ville, l'histoire d'un ouvrier du bâtiment qui avait enterré des personnes dans du béton a fait la une des tabloïds et a été rapidement oubliée. La défense a plaidé l'aliénation mentale. 3 psychiatres ont examiné Torrance et sont parvenus à des conclusions différentes. L'un d'eux a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique causé par la perte de sa famille. Un autre a diagnostiqué un trouble de la personnalité paranoïaque. Un troisième a déclaré que l'accusé était pleinement conscient de ses actes et de leurs conséquences. Frank lui-même a refusé de plaider la folie. Il a insisté sur le fait qu'il avait agi en toute connaissance de cause et à dessein. Lorsque le procureur lui a demandé s'il avait des remords, Torrance a répondu qu'il était seulement désolé pour Danny Salazar. Le gamin ne le méritait pas. Les autres l'ont mérité. Le jury a délibéré pendant 2 jours. Le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. 11 chefs d'accusation pour enlèvement. 8 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. 3 chefs d'accusation de tentative de meurtre. La peine a été la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge, en annonçant le jugement, a noté qu'en 40 ans de pratique, il n'avait jamais rencontré d'infraction combinant un tel degré de planification et un tel degré de cruauté. Frank Torrance a été envoyé à l'établissement correctionnel d'Attica en février de la 92e année. Il serait toujours en vie, bien que les informations concernant les prisonniers de son statut soient rarement rendues publiques. Il est aujourd'hui âgé de 73 ans. Danny Salazar a survécu à l'épreuve, mais ne s'est jamais complètement rétabli. La compression prolongée de la poitrine a causé des dommages permanents à ses poumons. Il est mort en 2008 ans d'une insuffisance respiratoire. Maria Salazar a continué à vivre dans le sud du Bronx jusqu'à sa mort en 2019. Elle n'a jamais donné d'interview et a refusé de parler de ce qui était arrivé à son fils. Les voisins se souviennent que chaque 19 janvier, date anniversaire de la disparition de Danny, elle allumait une bougie à la fenêtre et ne quittait pas la maison. L'inspecteur Alonso Ramirez a été félicité par le service et promu sergent. Il a continué à travailler pour la police de New York jusqu'en 2003, date à laquelle il a pris sa retraite et s'est installé en Floride. Lors d'une rare interview, il a déclaré que l'affaire Torrance était la seule de sa carrière dont il essayait de ne pas se souvenir. L'ancienne usine de teinture de Hunts Point a été démolie en 1995. Un complexe d'entrepôts a été construit à sa place. Le sous-sol a été rempli de béton, cette fois-ci de façon permanente. Quant au système qui a permis tout cela, il est resté largement inchangé. L'enquête sur la corruption au sein du département de la construction, lancée après l'affaire Torrance, n'a pas abouti à des résultats sérieux. Plusieurs inspecteurs ont démissionné à leur guise. Les nouvelles règles
Newslegs d'inspection sont restés sur le papier. Les immeubles du sud du Bronx ont continué à s'effondrer, bien que moins fréquemment que dans les années 80. Cette affaire n'a pas changé la donne. Elle n'a pas n'a pas modifié le deal le système. Elle s'est simplement terminée, comme des milliers d'autres affaires dans les grandes villes. Le dossier a été archivé. Les noms des victimes ont été oubliés. Frank Torrance est devenu une ligne sur le registre des prisons. Mais s'il reste quelque chose de cette histoire, c'est une pensée. La frontière entre la justice et la folie n'est pas là où nous avons l'habitude de la voir. Elle passe par le moment où une personne décide qu'elle a le droit de juger. Et à ce moment-là, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est l'histoire de Frank Torrance, un homme qui voulait rétablir l'équilibre et qui s'est transformé en ce qu'il essayait de combattre.